avec nous pour ce Club des Territoires. Claire Planchard, bonjour Claire. Merci d'être avec nous, rédactrice en chef pour les journaux du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Et Erwan Lestrohan est avec nous. Bonjour Erwan, merci beaucoup d'être là, directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Et comme tous les mois, justement, on va regarder votre baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. La démission du maire de Saint-Brévin a remis en lumière la question des violences faites aux élus. Elles sont en hausse. Vous avez demandé, Erwan, aux Français ce qu'ils pensent de ce phénomène et s'ils estiment que les réponses de l'État sont suffisantes. On va voir les réponses. Et comme tous les mois, vous avez scruté la cote de popularité de l'exécutif. La réforme des retraites pèse-t-elle toujours sur la popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne? On va voir tout ça. Mais d'abord, place à la dictée, celle des élus qui se déroulait ce week-end au Sénat. Pour la 3e fois, ils étaient 300 à tenter le sans faute. Notre journaliste Adrien Pain a scruté les copies. Cet après-midi-là, ils ne sont pas au Sénat pour rédiger des amendements, mais pour plancher sur une dictée. Qu'ils soient sénateurs, députés ou maires, les élus redeviennent des élèves. La salle Médicis se transforme en salle de classe et l'organisateur, Rachid Santaki et la ministre Agnès Firmin-Lebaudot, jouent les professeurs à tour de rôle. 300 participants, une moitié sur place, l'autre moitié en distanciel, armés de leurs stylos, concentration maximale face aux difficultés du texte. Et pour cause, ils n'ont pas été ménagés. Un mot de 36 lettres qui n'existe pas, c'est par exemple glissé dans le texte. Hippopoto, monstro, sesqui, pédalio, phobie. Comme il n'y a pas vraiment de surveillants, certains cèdent discrètement de leur téléphone ou jettent vite un œil sur la copie du voisin. Une première correction se fait collectivement, chacun compte ses propres fautes. J'en ai eu 13, j'ai un petit peu honte de le dire. Bon, voilà. Mais bon, j'avais fait mieux l'année précédente. Voilà. L'année prochaine, sûrement. Dans les 8 fautes, il y en a 6 qui sont en fait des expressions que j'ai mis au pluriel alors qu'elles devraient être au singulier, ou l'inverse. Moi, j'estime que je n'en ai que 2. Mais bon, voilà, ça reste un exercice qu'on fait, je dirais, avec un état d'esprit qui n'était pas un état d'esprit de compétition. Des années après avoir quitté les bancs de l'école, c'est une occasion de tester son orthographe pour certains. Je suis 10, donc dyslexique et dysorthographique, et donc faire que 17 fautes, je considère que c'est un très bon résultat pour moi. Quant à Philippe Rio, élu meilleur maire du monde en 2021, il ne figure pas cette fois-ci en tête du classement. Mon niveau en orthographe n'a pas évolué avec les années, mais je pensais faire pire, donc je suis content et c'était vraiment un bon moment très chouette. Les meilleures copies sont repassées au peigne fin. Place au résultat, la grande gagnante remporte l'organisation d'une dictée du même type dans sa commune. Depuis 10 ans, Rachid Santaki cumule plus de 500 dictées à son actif. La maîtrise des mots, c'est une alternative à la violence, c'est l'accès à la culture, c'est l'insertion professionnelle, c'est la communication, c'est la cohésion sociale. Donc c'est aussi un moyen, une manière ludique de rappeler en fait, tous ces éléments et l'importance des mots. Parmi ces prochaines dictées prévues, une se déroulera dimanche prochain sur les Champs-Élysées. Et voilà pour cette dictée. Alex, vous auriez fait un sans faute, vous? Évidemment. Oui, on vous connaît. Allez, on va dévoiler le baromètre Odoxa, baromètre mensuel pour Public Sénat et la presse régionale. Le thème ce mois-ci, Erwan, c'était les violences envers les élus. Alex, d'abord, les chiffres de ce baromètre avec vous. Et oui, c'est intéressant car le regard des Français sur la sécurité de nos élus varie en fonction du type d'élu. Concernant les parlementaires, 70% des personnes interrogées estiment qu'ils sont en sécurité. En revanche, pour nos élus locaux, seulement 36% pensent que leur sécurité est bien assurée. Quand on s'intéresse à la sécurité des lieux qui sont occupés par nos élus, 57% des Français pensent que les résidences personnelles des élus sont bien sécurisées. Et concernant les permanences d'élus, même opinion, 56% estiment que la sécurité de ces permanences est assurée. Alors faut-il renforcer les sanctions pénales pour les auteurs de violences contre les élus? La réponse est claire et nette, oui à 80%. Oui, et on va revenir en détail sur ces chiffres, Erwan, mais d'abord plus largement, la démission du maire de Saint-Brévin a créé un peu un électrochoc, peut-être dans l'opinion. Quel regard portent les Français sur ces violences envers les élus? Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on regarde les résultats du sondage, de voir qu'on a finalement 2 tiers des Français qui nous disent la sécurité des élus locaux
est mal assurée, alors que la sécurité des députés et des sénateurs ou des permanences est bien assurée. Il y a quand même un deux poids, deux mesures dans l'opinion entre ce qu'ils pensent concernant les députés et sénateurs, dans lesquels ils ont une moins grande confiance, et les élus locaux qui sont les élus auxquels ils sont les plus attachés. Ça montre bien toute l'incidence et le retentissement qu'a eu dans l'opinion les événements de Saint-Brévin, alors même qu'il y a eu de nombreuses permanences de députés qui ont été vandalisées ces dernières années, même pendant la réforme des retraites, des députés de la majorité présidentielle notamment. Donc il y a quand même une différence, et ce qu'on voit dans ce sondage, c'est que les élus locaux apparaissent comme un peu les parents pauvres de la sécurité. Alors c'est l'adage en politique de dire qu'ils sont à portée d'engueulade. C'est une réalité qui est connue des Français, et ils expriment aussi peut-être leur inquiétude à la suite de ces événements dans le sondage. Sur le souhait que les mesures soient durcies quand on s'en prend à des élus, évidemment les Français, quelle que soit leur sympathie politique, c'est important de le souligner, sont favorables à un durcissement des sanctions pénales, parce qu'il y a une sacralité de l'élu dans l'opinion et qui n'est pas démenti par ce sondage. Oui, et effectivement, la différence est énorme, Claire, entre les élus nationaux et les élus locaux dans la perception qu'ont les Français de leur sécurité. Oui, je pense qu'il y a un effet actu. Je pense qu'on en a beaucoup parlé après la démission du maire de Saint-Brévin. Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce que quand on se replonge un peu, comme je l'ai fait dans cette émission, sur la séquence évidemment des Gilets jaunes, déjà la réforme des retraites avant le Covid, ensuite le pass vaccinal, il y a eu des voitures incendiées, des menaces de mort, à tel point que le pôle national de lutte contre la haine en ligne a mené à agréger toutes ces plaintes pour faire une enquête, parce que c'est vrai que certains élus locaux, c'est beaucoup plus difficile de retrouver les auteurs quand on est sur des micro-enquêtes. On a eu les présidents de groupes à l'Assemblée nationale qui en 2021 ont fait une tribune pour dire il faut que ça cesse. Voilà, donc il y a vraiment, c'est vrai, un mouvement qu'on a presque oublié, qui a comme été oblitéré par cet événement tragique. Donc je pense que c'est vrai qu'il faut, il y a un effet actu peut-être, je pense que votre contrôle dans ce sondage, et qui, je pense, effectivement, est peut-être à voir avec la sympathie à apporter aux élus locaux qui sont moins politisés, sur des problématique plus de la vie quotidienne, dans un moment où le débat public est très clivé, très violent. Donc ça explique peut-être cet écart qui effectivement est troublant et assez loin en fait de la réalité que vivent les députés, alors majorité ou pas, parce qu'il y a quand même des élus de tous bords qui sont au niveau national victimes de violences dans leur circonscription, dans leur permanence, à leur domicile. Voilà, donc c'est... Ouais, ça s'explique par un effet actu, comme le dit Claire, l'écart assez conséquent. Oui, alors il y a un émoi national qui est palpable, on l'a vu sur les réseaux sociaux, il y a énormément de commentaires autour de la démission à Saint-Brévin, des incidents, des récents maires aussi qui ont démissionné par solidarité. C'est quelque chose qui a extrêmement marqué l'opinion, alors que peut-être la question de des permanences vandalisées avait été condamnée, mais c'était restreint dans le cadre politique. Là, on voit que l'opinion publique s'est emparée de ce sujet, mais une proximité des élus. Aujourd'hui, 6 Français sur 10 expriment qu'ils ont confiance dans leur maire. On est quasiment à moitié moins en ce qui concerne leurs députés. Donc il y a peut-être ce poids aussi de la proximité qui joue dans l'émoi national et dans l'ampleur du retentissement que ça a eu dans l'opinion. Et d'autant que la démission du maire de Saint-Brévin, elle a libéré la parole. On a vu beaucoup dans la presse régionale, dans vos journaux, Claire, des témoignages de maires. Tout à fait. Nous, on a beaucoup traité ça au niveau local, d'autant plus qu'on est à mi-mandat, donc c'était aussi l'occasion un peu de faire le point. Et c'est vrai qu'on a eu des maires dans l'Isère, dans le Rhône, qui expliquaient des cas de figure extrêmement divers. Ça peut être aussi pour des histoires de trafic de drogue, comme à Bron, par exemple, où un maire a été victime de caillassage, a reçu des menaces. Il peut y avoir des choses beaucoup plus, entre guillemets, habituelles par rapport à des élus qui ont été proches de la majorité, à qui on a reproché une proximité avec Emmanuel Macron, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui, une préoccupation, et on voit que il y a quand même des choses qui sont faites déjà. C'est-à-dire que là, on voit, il y a eu à la suite de cette démission qui a fait grand bruit, des mesures ont été annoncées, mais les élus disent que ils n'étaient pas tous seuls, laissés seuls à gérer ces situations. Déjà, il y avait des réunions avec les préfets pour libérer la parole, recueillir des plaintes. Il y a des choses qui étaient déjà faites, mais là, c'est vrai qu'on voit que ça a suscité de la part du gouvernement une prise de conscience, et comme vous disiez, peut-être un électrochoc dans la nécessité en tout cas de généraliser ces bonnes pratiques et de faire en sorte que vraiment les élus ne se sentent plus seuls dans ces situations et que l'évaluation du risque soit bien faite. Et dans l'opinion aussi, Erwan, ça a été un tournant, la démission du maire de Saint-Brévin. Il y a eu une forme de prise de conscience aussi chez les Français. Pas forcément un tournant, mais je pense que c'est vraiment à la mesure de ce qu'on peut observer dans les sondages dès lors
lors qu'on sensibilise sur des questions de sécurité des personnes qui sont au service des citoyens. On a pu l'avoir pour les forces de l'ordre, quand il y a des débordements, par exemple dans les manifestations, dans les cortèges. On a toujours cette question du durcissement des sanctions pour les auteurs de violences à l'égard des forces de l'ordre. On l'a aussi pour les pompiers, pour les médecins et les élus locaux et les élus de façon plus générale. Ça rentre dans cette case pour les Français. Aujourd'hui, la condamnation est unanime. C'est vrai qu'il y a un effet loupe avec l'actualité, mais je pense que c'est quelque chose d'assez transverse et qui n'a pas évolué ces dernières années sur la sacralité de l'élu et le fait de pouvoir assurer sa sécurité. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune différence dans les Français que vous interrogez selon les sympathies politiques. Il n'y a aucune différence sur ces questions-là? Il y a un delta qui est léger, c'est-à-dire que le souhait de durcissement des sanctions est légèrement inférieur chez les sympathisants La France Insoumise, mais il est de 60%, là où on est à 80% dans la moyenne des Français. C'est majoritaire, quelle que soit la sympathie politique des Français. Il n'y a pas de sujet à débat dans l'opinion. Et ça répond aussi, Claire, à une demande peut-être chez les Français de plus d'autorité de la part de l'État? C'est un débat, c'est vrai qu'on le voit. On voit, il y a à chaque type d'événement, d'émotion, sa proposition de là, que ce soit sur les casseurs, que ce soit là sur la sécurité des élus. Encore une fois, beaucoup de choses avaient été déjà faites. Moi, je voulais juste préciser quand même que là, on était à Saint-Brévin dans un cas de figure qui n'était pas de l'ordre de la défiance par rapport à un élu. On était dans une menace par des groupuscules d'extrême droite qui ne venaient même pas vraiment de cette zone-là, avec une organisation très structurée. Donc je pense notamment sur le delta par rapport à l'extrême gauche, à la France Insoumise, c'est lié à cette analyse de la situation qu'on a vue lors de la manifestation de soutien au maire qui a été dite politisée ou récupérée, mais c'est vrai qu'on a dans l'opinion la perception que là, c'était aussi se mobiliser contre l'extrême droite, là, on avait quand même un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui a suscité de l'émoi. C'est assez différent de ce qui peut se passer sur d'autres maires qui sont, comme vous disiez, à portée de baffe parce que quelque chose ne fonctionne pas, parce que ou qu'il y a une défiance par rapport à la représentation, la volonté de pouvoir s'exprimer directement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent là-dedans. Après, oui, je pense que l'audition au Sénat du maire de Saint-Brévin a vraiment montré des dysfonctionnements dans la perception de la menace, dans la réalité de la prise en considération de ce qu'il vivait, de la façon dont il était exposé. Donc aujourd'hui, on remette les choses à plat. Je pense qu'il y a consensus aussi parce qu'on se dit il faut que ces personnes qui sont en première ligne, qui ont une responsabilité énorme, c'est presque un sacerdoce quand on les entend. Ils sont réveillés la nuit, ils travaillent. Il y a plus d'eau, il y a un incendie, ils sont là tout le temps pour leurs administrés, qu'ils aient un statut, particulier. Ça paraît logique, mais je pense que c'est moins une demande sécuritaire qu'une demande de respect et de protection de leur rôle qui aujourd'hui est primordial. Et on le voit bien là. Est-ce qu'il va y avoir des maires qui vont se présenter, qui vont se représenter aux élections? C'est un vrai sujet. Les vocations à être maire, je pense qu'il y a un enjeu là. Arwen. Ils étaient 7 sur 10 à être pessimistes pour l'année 2023, les maires, quand on les interrogeait en décembre 2022. Parce que c'est vrai qu'il y a eu la crise énergétique, il y a la question des ressources des communes, il y a les éléments de sécurité. Mais là, ce qui est important, c'est vraiment de souligner ce souhait d'autorité des Français dès lors qu'il y a des débordements et des violences. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les sondages en filigrane et en montée progressive depuis quelques années, le souhait d'hostilité et de fermeté face à cette pas que sur la question des élus. Non, pas sur la question aussi bien des forces de l'ordre, comme on l'a dans les manifestations, mais ça peut être le cas pour les médecins quand il y a des faits divers. Alors c'est vrai que le fait divers crée un effet loupe, mais il y a vraiment cette demande d'autorité qui est assez forte. Oui, et qu'on constate effectivement au-delà des élus, Erwan le rappelait, il y a aussi la question des personnels soignants, la question des forces de l'ordre. C'est une demande d'autorité qui se généralise, qui s'accentue ? On est dans une période troublée. On sort de 4 mois de mobilisation, des mobilisations qui sont plutôt bien passées, puis qui ont après eu des débordements, des violences. On a eu tous les débats sur Sainte-Soline. Il y a eu vraiment un émoi autour de cette idée de paix sociale, de concorde, comme dit le président, d'apaisement. Et on voit d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, que Marine Le Pen, qui a joué beaucoup cette corde de l'ordre, en bénéficie dans les sondages. Mais je pense que la sécurité, oui, je pense, c'est aussi perçu comme l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un temps où on a l'impression que ce soit dans l'hémicycle ou dans la rue, la violence sur Internet, la violence s'exprime et que ça inquiète. Je pense que c'est ça derrière ce sentiment.
Et on va voir la deuxième partie de votre sondage, partie plus traditionnelle, Erwan, puisque chaque mois, vous regardez la cote de popularité de l'exécutif et des personnalités politiques. Pas trop de baisse de popularité de l'exécutif ce mois-ci, Alex. Effectivement, Emmanuel Macron augmente même d'1 point sa cote de popularité par rapport au mois dernier, mais une cote qui reste quand même assez basse à 31% des Français qui estiment qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République. Du côté d'Elisabeth Borne, eh bien, sa popularité ne varie pas par rapport au mois dernier. Là aussi, elle est assez faible. 28% des Français pensent que c'est une bonne première ministre. Une relative stabilité. Alors, les chiffres sont toujours bas, Erwan, mais sont stables. Comment on l'explique ? Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'à 31% de bonnes opinions, Emmanuel Macron est juste 4 points au-dessus son score le plus bas à l'Élysée depuis 2017. C'était au moment des Gilets jaunes, il était tombé à 27%. Il y a toujours 7 Français sur 10 qui considèrent qu'il n'est pas un bon président. Et la séquence des retraites n'est clairement pas dépassée. On était à 41% de bonnes opinions en décembre 2022, avant qu'il relance la réforme des retraites. On est 10 points en dessous aujourd'hui. Mais il y a un signe quand même, un frémissement positif pour le chef de l'État, c'est qu'on observe dans ce qu'on pourrait appeler des électorats périphériques ou Macron-compatibles, une petite progression des bonnes opinions. On a une augmentation de plus de 10 points auprès des sympathisants LR, 54% de bonnes opinions chez les sympathisants LR, plus de 10 points également chez les sympathisants socialistes. On a aussi des gains de popularité chez les cadres et les indépendants. Alors on n'est ni sur la réconciliation nationale, ni sur le dépassement de la séquence des retraites, mais peut-être sur un plancher positif pour le chef de l'État où il regagne un peu de crédit auprès d'un électorat élargi et le quinquennat pourrait redémarrer dans une version réformatrice alors que peut-être avec la fin des casserolades aussi, il donne le sentiment d'être moins empêché et d'être revenu au premier plan de façon efficace. Pour Elisabeth Borne, c'est peut-être un peu plus compliqué de décoller ce sparadrap de la réforme des retraites parce que elle, dans une certaine mesure, une grande partie de son image a été construite dans la séquence de la réforme des retraites qui était négative. Donc ça va être peut-être plus difficile pour la chef du gouvernement de dépasser cette séquence. En ce qui concerne Emmanuel Macron, on est vraiment sur une étape préalable, mais on reste quand même sur une popularité très tirée à la baisse par la séquence retraite. Mais un début d'après-réforme des retraites qui se dessine, Claire ? C'est difficile. Je pense que oui, l'exécutif, on voit bien, fait tout ce qu'il peut pour tourner la page. Donc on a eu la séquence, ce tourbillon, cette stratégie du tourbillon présidentiel où il était dans des déplacements locaux, dans la presse régionale, dans la presse nationale. On a eu donc jusqu'à cette interview sur TF1 le 15 mai, vraiment avec des annonces tous azimuts vers les classes moyennes sur ses priorités, donc l'écologie, l'éducation, la santé. Enfin, on a vu que vraiment une volonté de tourner la page, mais qui, quelque part, fait en fait office de faux plat. Enfin, ce que disent un peu les élus, c'est ce sentiment de creux, là, dans l'actualité, lié peut-être aussi au pont, mais qui font qu'on garde quand même en ligne de mire cette proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites le 8 juin, que l'opposition s'y accroche, même si pour certains, factuellement, ça a très très peu de chances d'aboutir, avec cette journée du 6 juin de mobilisation, ça reste quand même l'horizon. On n'en est pas sorti de cette séquence. Enfin, moi, j'ai le sentiment que de chaque côté, il y a cette volonté soit d'y ramener et d'obtenir, de ne pas accepter cette défaite politique pour l'opposition, et le gouvernement de se dire, ça y est, on est passé à autre chose. Mais j'ai pas l'impression, moi, que dans les faits, on en soit vraiment sorti. Ouais, c'est pas encore tourné. Est-ce que la proposition de loi du groupe Lyot du 8 juin, ça imprime dans l'opinion, Erwan? Est-ce que les opposants à la réforme des retraites, ils s'y accrochent ou pour eux, c'est peine perdue? Alors, ils s'y accrochent pas forcément dans la mesure où la résignation a quand même beaucoup pris le pas sur la colère, si on compare les résultats à ce qu'on pourrait mesurer il y a 2 mois, mais ils sont tous majoritairement favorables, évidemment, au mouvement social du 8 juin et à la loi d'abrogation. Maintenant, le sujet, c'est quand même qu'il y a une confiance dans le processus législatif qui s'est beaucoup émoussé entre le 47.1, le 49.3, le retocage du référendum d'initiative populaire. Donc, toutes ces questions-là ont quand même beaucoup émoussé la confiance dans le processus législatif. Je pense que les Français sont favorables à l'abrogation de la réforme des retraites, mais attendent quand même de voir comment ça peut se dérouler concrètement. Ouais, il y a une forme d'attente de la part des Français, Claire ?
En tout cas, il y a un petit trou d'air. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette volonté, même si on est dans le symbole, et on voit bien quand même que les efforts que la majorité met en œuvre pour que cet article 1, qui abroge donc le report de l'âge légal, tout en disant qu'il n'a aucune chance d'aboutir, ce qui est factuellement vrai, puisque le Sénat n'a aucune chance de l'accepter, de le voter, qu'ensuite on aurait une navette interminable. Mais c'est un symbole. Et en fait, le fait que cet article qui n'a jamais été voté, donc c'est important, c'est le discours de l'opposition, soit voté à ce moment-là, fait naître au moins un espoir. Je ne sais pas si ce que vous dites, de réparer un processus démocratique qui, pour beaucoup, n'a pas été respecté, même si légalement il l'était, de dire qu'il faut que ça passe au vote. Donc on voit bien qu'en même temps, on entend dire que ça n'a aucune chance d'aboutir, qu'en même temps, c'est un symbole et il y a des efforts démultipliés pour que quand même on aille au vote, qu'on aille au débat sur cet article. Donc je pense que ça a une portée symbolique, mais qui montre bien, et on l'a vu dans la chronologie de la mobilisation, ce recours au 49.3 a marqué une rupture. C'est-à-dire que même dans le camp présidentiel, on a vu dans les sondages que certaines personnes disent là non, même si cette réforme on l'accepte, on a même voté pour le président qui l'a porté, ce recours au 49.3 était vu comme un passage en force. Et donc, je dis pas que ça a une vertu réparatrice, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se cristallise autour de de cet acte d'abord recevabilisé. Là, on en parlait tout à l'heure, il y a l'article 40 qui a surgi dans le débat, donc c'est vrai qu'on connaît tous les détails de la loi constitutionnelle maintenant, sur est-ce que c'est recevable ou pas, mais c'est vrai qu'on se dit, non, pas encore une fois, on va pas nous priver de ce débat-là. Et je trouve que dans le discours actuel sur la représentativité, sur la représentation, sur plus de référendums, c'est important, ça doit pas être balayé, même si on voit bien qu'on arrive au bout et que quelque part les gens qui vont partir à la retraite prochainement ont besoin de savoir quand est-ce qu'ils vont partir à la retraite. Là, ça commence à... c'est quand même ça approche, Oui, l'enjeu pour le gouvernement, c'est de minimiser le coût politique, le coût en termes de popularité de cette séquence de la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Alors, il y a une solution, c'est d'aller au vote, mais c'est un risque pour le gouvernement. Et si jamais ce texte, cette réforme des retraites est abrogée et que Emmanuel Macron décide quand même de l'appliquer, là, il y aura un coût très fort en termes de popularité. L'autre solution, c'est de déclencher l'article 40 et de déclarer irrecevable cette réforme des retraites. Quitte à interrompre, voire à annuler le débat. Là aussi, ça peut être problématique pour le gouvernement et tous les reproches finalement des opposants en antidémocratie qui sont faits au gouvernement, ça pourra revenir. Il y a une autre solution qui peut-être aussi être travaillée, c'est de faire un petit peu d'obstruction dans les débats, car on sera sur un débat en temps limité jusqu'à minuit, et peut-être que les députés de la majorité présidentielle vont faire durer les débats comme l'ont fait les Insoumis dans le débat de la réforme des retraites. Donc voilà, il y a un calcul du coût de popularité. Ouais. Et Erwan, Claire le rappelait, le 49.3, ça a cristallisé quelque chose dans l'opinion. Est-ce que là, si le débat est empêché le 8 juin, ça va recristalliser à nouveau quelque chose ? Oui, bien entendu, parce que les Français ont dans une certaine mesure un espèce d'a priori, un préjugé négatif sur le tenant démocratique de ce qui est mis en place par la majorité. Et là, finalement, ça fournirait un élément de preuve de passage en force démocratique et d'irrespect démocratique. Et c'est vrai on avait vu ce double mouvement pendant la réforme des retraites, une contestation idéologique du passage de 62 à 64 ans, mais aussi une contestation démocratique sur la forme qui a pesé énormément et même qui a écarté d'Emmanuel Macron des personnes qui soutenaient l'idéologie et la programmatique macronienne, qui finalement sur la méthode sont venus assez critiques. Et du coup, cette question-là, elle va être très importante parce que ça va permettre de juger aussi au-delà du programme Macron, la méthode Macron. Et c'est vrai que s'il pouvait y avoir une réconciliation sur ce point-là, ce serait gagnant en termes de popularité pour les chefs de l'État. On avait vu que les sessions houleuses à l'Assemblée nationale avaient fortement discrédité les députés dans l'opinion. Ils perdent beaucoup de points de popularité dans le baromètre de la confiance politique cette année. Donc il y a quand même aussi une question de restaurer du crédit sur la méthode et la mise en place de projets et de lois. Et il y a un vrai enjeu de ce côté-là aussi. Ça veut dire que là, le gouvernement, Claire, il a le choix qu'entre deux mauvaises solutions, finalement, empêcher le débat, ce qui créerait un ressentiment dans l'opinion, ou aller au vote avec le risque de le perdre, ce qui renforcerait et ce qui relancerait la contestation ?
Après, je suis pas experte, mais de ce que j'ai compris, même si l'Assemblée nationale votait cette proposition, il faudrait qu'elle passe au Sénat, voter dans les mêmes termes. Donc, en fait, en vrai, ce serait une défaite symbolique. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, notamment avec le rôle pivot que va jouer LR, puisqu'on est quand même dans ça a été la grande bataille pour le premier examen. Et là, on sait que dès demain, en commission, ça va être un vrai sujet. Que vont faire les députés LR? Bon, si jamais c'était voté à l'Assemblée, c'est un symbole, mais ça n'irait pas plus loin. Effectivement, ça montrerait qu'il y avait une majorité pour refuser ce loi. Donc, même si constitutionnellement, de ce que je comprends de cette procédure, il y a peu de chances que ce soit vraiment adopté, ce serait la preuve que cette loi n'avait pas une majorité derrière elle à l'Assemblée et qu'elle n'aurait pas pu passer. Donc, je pense qu'effectivement, pour le gouvernement a beaucoup à perdre, mais comme disait Erwan, de ne pas aller au vote peut de nouveau attiser la violence dans les rues, ce qu'on a vu, parce que c'est vrai que tout le mouvement jusqu'au recours au 49.3 a été maîtrisé par les syndicats, on en avait parlé ici, c'est vrai qu'ils avaient quand même une maîtrise dans la gestion de ce mouvement social qui a dérapé, on l'a vu dans beaucoup de villes avec ces incendies, voilà, on ne sait pas, la volonté d'apaisement. Effectivement, là, je pense qu'il y a un vrai dilemme pour le gouvernement. Et qui profite, qui est le perdant, qui est le gagnant de cette séquence dans le baromètre politique? Alors, comme tous les mois, on a envie de dire c'est Édouard Philippe qui est en tête, mais il y a une remontée de Marine Le Pen, Erwan? Oui, à un niveau historique, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais atteint une cote d'adhésion aussi haute. On a 36% de personnes qui la soutiennent ou qui ont de la sympathie pour elle. Et voir Marine Le Pen à ce niveau-là, au-delà du chiffre, c'est intéressant parce que dans les baromètres politiques, souvent, les personnalités qu'on a aux premières places, c'est des personnalités assez consensuelles, de centre-droit ou de centre-gauche. Ça a pu être Alain Juppé pendant très longtemps, Nicolas Hulot, aujourd'hui Édouard Philippe. Alors voir une personnalité marquée à l'extrême droite en tête de ce classement, c'est significatif et ça indique avec peut-être... Avec Jordan Bardella qui est très haut aussi. Voilà, qui est très haut, qui est en 3e position, mais ça indique vraiment qu'on est peut-être même au-delà de la stratégie de normalisation du Rassemblement national qui est dépassée et que finalement il y a une stratégie d'enjolivement même qui a été dépassée. C'est que non seulement c'est plus une figure ONI Marine Le Pen, mais c'est même une figure appréciée qui a gagné des points d'image et on parlait de cet écart avec les attentes démocratiques et idéologiques des Français. Quand on comparait avant le deuxième tour l'image de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron avait l'air très peu proche des gens quand Marine Le Pen avait l'image d'une candidate qui comprenait les préoccupations des Français. Et la différence est peut-être là-dedans, c'est que cette proximité idéologique avec le quotidien des Français, à raison ou à tort, dans l'opinion, ça permet à Marine Le Pen de marquer des points. Ouais, et pour conclure, Claire, c'est elle finalement la gagnante de cette séquence pour le moment ? Il semblerait. C'est-à-dire qu'ils ont mené un combat à l'Assemblée à minima en marquant chaque étape législative, en montrant leur opposition, mais en s'opposant à vraiment une mobilisation dans la rue. Ils ont été un symbole de modération, de respect des institutions, ce qui est la carte vraiment qu'elle joue depuis son entrée à l'Assemblée avec un important groupe et qui semblerait qu'effectivement ça fonctionne au-delà des classes traditionnelles, des catégories qui votaient pour elle. Merci Erwan, merci Claire, vous restez avec nous, c'est l'heure de la revue de presse régionale, mais avant de regarder ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux, on va aller à Marseille, puisque le journal La Provence se refait une beauté. Bonjour Aurélien Viers, merci beaucoup d'être avec nous, directeur des rédactions de La Provence, et nouvelle formule ce matin dans les kiosques, Aurélien. D'abord sur la forme, qu'est-ce qui va changer pour vos lecteurs ? Alors, beaucoup de choses. On avait une maquette de journal qui n'avait pas changé depuis 2008, donc depuis très longtemps. Et là, on a une nouvelle maquette entièrement redesignée, beaucoup plus aérée, beaucoup plus dynamique, avec plus de blanc, comme on dit dans la presse, beaucoup plus d'espace. Et vous voyez, cette une, elle est bien à l'image de ce qu'on veut faire pour la Provence. C'est-à-dire qu'on est plus prospectif, on va annoncer davantage d'événements, comme là, les 10 dates de l'été. On fait des choix en une. Avant, il y avait beaucoup plus d'informations. En une, on avait jusqu'à 15 infos visibles sur la manchette, sur la couverture de la Provence. Et maintenant, vous voyez que vous avez des choix beaucoup plus tranchés, comme cette grande photo, ce grand titre, avec Beyoncé qu'on va accueillir au Vélodrome bientôt à Marseille. Et puis, dans la région, on a aussi le Festival d'Avignon, les rencontres photos d'Arles, le Festival d'art lyrique à Aix-en-Provence, le Delta Festival. Donc, on a plein d'artistes dans la région. Et c'est cette richesse culturelle qu'on veut aussi davantage mettre en avant. Et Aurélien, il y a du nouveau aussi sur le fond, vous le disiez, avec votre une qui change, ça on l'a vu. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? On a vu aussi les pages intérieures de la Provence avec de nouvelles maquettes, un nouveau design.
Oui, c'était entièrement repensé, donc c'est beaucoup plus dynamique, aéré. On travaille sur des différentes colonnes et différentes mises en scène de l'information, et on voulait une information davantage hiérarchisée également, qu'on s'y retrouve plus, et qu'on ait aussi des entrées pour mieux se repérer, des nouvelles entrées, des nouveaux rendez-vous. On a notamment une page idées-opinions qui prend forme aujourd'hui, et on a repensé vraiment toutes les pages du journal, les pages sport, les pages ville, les pages région. Donc c'est vraiment une nouvelle maquette très au goût du jour. Et on revoit la une avec Beyoncé, vous le disiez, Aurélien, votre été en 10 dates. C'est la première une de cette nouvelle formule de la Provence que vous êtes venu nous présenter ce matin. Merci beaucoup Aurélien, on était ravis de vous avoir dans cette émission. Et merci beaucoup d'être venu nous présenter votre nouvelle maquette de la Provence à retrouver bien sûr ce matin dans vos kiosques. Merci Aurélien, on regarde ce qu'il y a à l'une de vos autres quotidiens régionaux, c'est avec Alex. Et Alex, on commence par le sommet mondial sur la pollution plastique. C'est à la une de Sud-Ouest. Oui, 175 pays sont réunis cette semaine à Paris pour ébaucher un traité international censé mettre fin à la pollution plastique. Chaque année dans le monde, nous produisons 460 millions de tonnes de plastique, 80% finit en montagne de déchets. Une pollution qui frappe nos océans. Chaque minute, 15 tonnes de plastique sont rejetées dans les mers et les océans. Lors de ce sommet international, deux camps vont s'affronter lors des négociations. Les pays qui privilégient le recyclage, car ils ne veulent pas mettre à mal leur industrie pétrochimique. C'est le cas des États-Unis, des pays du Golfe et de la Chine. Et puis il y a les pays qui prônent plus d'ambition avec une baisse de la production de plastique. Ce camp est emmené par l'Union européenne. À la une de la Dépêche du Midi, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Oui, la grande pénurie, titre le journal toulousain. 87% des entreprises en France qui cherchent à embaucher ont du mal à trouver le bon profil, ce qui crée un manque de confiance dans l'économie. 63% des chefs d'entreprise français redoutent un manque de main-d'œuvre dans les années à venir. Et parmi les métiers où il est le plus difficile de recruter, il y a les couvreurs, les pharmaciens et les aides à domicile. Dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, c'est aussi compliqué. Il y a 200 000 emplois à pourvoir d'ici à l'été. Les entrepreneurs doivent s'adapter, notamment aux jeunes qui réclament des conditions de travail plus confortables, pas d'heures supplémentaires et pas de travail le week-end. En revanche, sur le marché du logement, eh bien, les jeunes sont beaucoup moins en position de force. Dans quelques jours, on connaîtra les premiers résultats de la plateforme Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur, et va alors commencer une course au logement pour les étudiants. C'est à la une de Nord-Éclair. Dans la métropole lilloise, les 110 000 étudiants devront se loger entre le parc privé et les 6 000 chambres universitaires que compte la métropole. À Lille même, eh ben, il y a peu de résidences universitaires à cause du prix du foncier et de l'immobilier. Les étudiants vont donc plus se rabattre sur le marché privé. Et puis globalement sur le territoire français, eh bien, la recherche de logement pour les étudiants s'annonce très difficile car le marché est tendu avec des loyers en forte hausse dans certaines villes. À Lyon, par exemple, il y a en moyenne 5 demandes d'étudiants pour un studio à louer. On termine par l'un des journaux du groupe EBRA, c'est le bien public. Alex, vous allez nous parler d'un procès hors norme à Dijon, l'affaire du Capricorne. Et oui, vous savez ce que c'est le Capricorne ? Du tout. Eh bien, c'est un insecte ravageur des charpentes et il est l'objet d'une arnaque géante. Ce mardi débute un procès autour justement de cette arnaque. La Cour d'appel de Dijon va juger 9 hommes pour escroquerie en bande organisée au préjudice de 400 personnes âgées propriétaires et vivant toutes dans le Grand Est. Entre 2010 et 2016, eh bien, les accusés auraient prétexté la présence de ces capricornes, insectes ravageurs, dans les charpentes des maisons des victimes pour les pousser à faire des travaux inutiles et à les surfacturer. Certaines personnes âgées ont dû contracter des crédits à la consommation et se sont mises en difficulté financière. Montant de cette arnaque, plus de 6 millions d'euros. C'est pas rien, voilà. Maintenant, on sait ce qu'est l'affaire du Capricorne. Merci beaucoup, Alex. On va regarder deux autres journaux du groupe EBRA. Il y en a beaucoup, Claire. On en a choisi deux autres, le Républicain Lorrain. Les dernières nouvelles d'Alsace sur les JO. JO, l'épreuve de la sécurité. Ça fait partie des thèmes abordés ce matin dans vos journaux. Merci beaucoup, Claire Planchard, d'avoir été avec nous. Merci à Erwan Lestrouan d'être venu nous présenter, comme tous les mois, ce baromètre Odoxa. Vous revenez le mois prochain ? Allez. Merci beaucoup, Alex. Nous, on se retrouve demain pour revoir cette émission. C'est sur notre nouvelle plateforme publicsena.fr. Prochain rendez-vous à 18h. Thomas Huck, Sens Public. Très bonne journée, à demain.